Salut à tous et bienvenue sur Zéro Gaz plein de jazz. Si vous jetez un œil par la fenêtre, vous constaterez qu'on est de nouveau à ce moment magique de l'année, celui où les nids de poules fleurissent avec les pâquerettes et où les génies du marketing sortent de leur hibernation pour essayer de nous vendre des technologies jetables au prix d'un bras. Nous sommes au printemps 2026. Les oiseaux chantent, les silent blocs queen et autour des capots ouverts, on assiste au grand conciliabule d'experts du dimanche. Et le sujet brûlant n'est pas le prix du sans-plomb qui, comme d'habitude, flirte avec la stratosphère, mais un petit chiffre, tout petit, sur un bidon d'huile. Dans le coin droit, nous avons le poids lourd, la légende, le choix de nos grands-pères, la 10W40. Une huile épaisse, fiable, solide comme un bon vieux moteur de Peugeot 205. Et dans le coin gauche, une pisse d'âne douteuse, étiquetée 0W16 ou, que Dieu nous pardonne, 0W8, que les écolos et le malus écologique tentent de nous imposer. Et si vous pensez que le choix est évident, et que plus c'est épais, mieux c'est, alors bienvenue au club de ceux qui foncent tout droit vers une réflexion moteur. Aujourd'hui, on va plonger la tête la première dans le bac de vidange pour découvrir des choses fascinantes. Pourquoi en 2026, de l'huile aussi liquide que de l'eau protège mieux votre moteur qu'une bonne vieille graisse de grand-père? Pourquoi une pression d'huile élevée, c'est un indicateur pour les peintres? Et surtout, qui est le coupable qui a transformé les pistons de nos voitures en de simples cachets d'aspirine low cost? Mais avant que vous ne couriez vidanger votre huile épaisse en panique, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. À la fin, je vous donne ma checklist en or. 3 règles en béton armé pour choisir le lubrifiant de votre moteur moderne. Si votre huile ne passe pas ce test, sachez que vous êtes en train de flinguer votre moteur, là, maintenant. Alors, installez-vous confortablement, on met le contact. C'est parti. Notre discussion mécanique va commencer par une question qui fâche. Où est passée la longévité de nos moteurs? Et là, une énorme surprise nous attend. Ces 10 dernières années, la philosophie des constructeurs a radicalement changé. Souvenez-vous, dans les années 90, les ingénieurs concevaient des moteurs comme s'ils se préparaient à l'apocalypse. Les blocs étaient en fonte épaisse, les pièces étaient lourdes, massives et incroyablement fiables. On aurait pu y mettre de l'huile de friture ou du gazole mélangé à du sable, ce moteur aurait quand même tenu une éternité. Mais cet âge d'or est révolu. En pleine crise écologique, les constructeurs ont soudain décidé que la durabilité, ce n'était plus la priorité. L'industrie est entrée dans l'ère de l'efficience. L'objectif principal est devenu de tirer un maximum de chevaux d'une cylindrée de poussette en consommant le moins d'essence possible. Et si vous pensez que ça n'a eu aucune conséquence sur la mécanique, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Un moteur moderne, ce n'est plus un marteau-piqueur. C'est un athlète de haut niveau sous stéroïdes, qui fonctionne aux limites de ses capacités physiques. D'un moteur d'1,5 litre, on sort aujourd'hui 150, voire 200 chevaux. Et pour que toute cette merveille tourne sans boire comme un trou, les ingénieurs ont mis le moteur à la diète la plus sévère qui soit. Ils ont commencé à réduire obsessionnellement le poids de chaque pièce en mouvement. Et les premiers à passer sur le bio furent les pistons. Regardons attentivement à quoi ressemblait un piston d'une époque révolue. C'était un gros seau en métal, lourd, avec une jupe longue comme un jour sans pain. Cette jupe assurait au piston une stabilité parfaite. Il était parfaitement stable dans le cylindre, scotché à sa trajectoire. Maintenant, regardez ce qu'on met dans les moteurs en 2026. Ce n'est plus un piston. C'est une espèce de pastille pour la toux. On lui assied la jupe à ras pour réduire le poids et les frottements. Résultat, ce petit moignon se balade et bascule en permanence dans le cylindre, menaçant de rayer les parois. Mais ce n'est que la moitié du problème. Le pire se cache dans les segments de piston. Avant, les segments étaient épais et costauds. Ils raclaient la paroi du cylindre avec une force de titan, capable de gratter de la fonte si nécessaire. Aujourd'hui, toujours pour économiser du carburant, les ingénieurs ont inventé ce qu'on appelle les segments faibles. Ils sont fins comme une corde de guitare et n'exercent quasiment aucune pression sur le métal. Le moteur tourne plus librement, la consommation baisse. Et c'est là que notre fameux expert du dimanche entre en scène. Il regarde ce moteur moderne et fragile et déclare avec autorité qu'il faut absolument y mettre de l'huile épaisse. Une bonne vieille 10W40 ou même une 5W50. Parce que Pépé faisait comme ça et que le film d'huile sera plus costaud. Et vous, pris de panique, vous versez cette mélasse dans votre bijou de technologie. Et maintenant, suivez bien, car la magie de la destruction va opérer. Votre moteur moderne démarre. L'huile épaisse se dépose en une large couche sur les parois du cylindre. Et là, les nouveaux segments fins et basse friction tentent de racler cette huile. Mais ils ne peuvent physiquement pas le faire.
Ils n'ont tout simplement pas l'attention nécessaire pour racler cette couche de miel. Au final, une énorme partie de l'huile épaisse reste dans la chambre de combustion. La bougie produit une étincelle. Le mélange air-essence explose. La température grimpe instantanément à plus de 1000 degrés. Et tout cet excédent d'huile épaisse crame instantanément, se transformant en calamine noire et en vernis collant. Vous allez me dire, ça a brûlé. Et alors? Eh bien voilà. Sous les segments racleurs, le piston est percé de trous de drainage. L'huile raclée est censée retourner dans le carter par ces trous. Dans les vieux moteurs, ces trous étaient énormes. Mais dans nos pistons cachés récents, les trous de drainage sont devenus microscopiques, à peine plus gros qu'un chat d'aiguille. Ils sont conçus uniquement pour des huiles très fluides. Et quand vous mettez de l'huile épaisse, que vous la faites en plus brûler dans le cylindre, toute cette boue noire et brûlante se précipite vers ces orifices minuscules. La mélasse n'arrive pas à passer, elle se coince, elle cuit sous l'effet de la chaleur infernale et vient cimenter les trous pour de bon. Le processus est enclenché, le drainage est bouché, l'huile n'a plus d'issue. Elle commence à s'accumuler dans les gorges des segments. La calamine s'accumule couche après couche jusqu'à ce que les segments se retrouvent complètement bloqués. Ils perdent leur mobilité et se couchent définitivement dans leur gorge. C'est ce qu'on appelle le gommage des segments. À partir de cet instant précis, votre moteur se transforme en un monstre assoiffé d'huile. Il commence par siffler 1 litre d'huile tous les 10 000 km. Vous vous dites que c'est normal. Mais 6 mois plus tard, la consommation passe à 1 litre tous les 1000 km. Une fumée bleue dégueulasse sort de l'échappement, flinguant au passage le catalyseur. Et le nettoyage ou le remplacement d'un catalyseur aujourd'hui, ça coûte une blinde. Et le plus navrant dans toute cette histoire, c'est que vous avez flingué votre moteur de vos propres mains en essayant de le sauver. Vous pensiez qu'une huile épaisse créerait un film protecteur et vous sauverait de l'usure. Mais en réalité, vous avez juste bétonné vos pistons de l'intérieur. La mécanique moderne n'est structurellement pas conçue pour digérer des fluides aussi visqueux. Elle est faite pour que de la flotte ultra fluide la traverse à une vitesse folle. Et si, il y a 5 ans, les mécanos essayaient encore de verser des produits chimiques pour décalaminer, espérant dissoudre ce ciment brûlé, aujourd'hui tout le monde a compris que c'était peine perdue. Si les segments sont collés à cause de ce vernis épais, seule une opération à cœur ouvert peut encore faire quelque chose. Vous devrez aller au garage, démonter la moitié de la bagnole et sortir les pistons. Et vous allez tomber de haut quand vous verrez la facture pour réparer un moteur moderne. On parle de sommes autour de 3 000, voire 4 000 euros, juste pour que le bloc veuille bien refaire son travail. Et tout ça a commencé avec un mauvais bidon d'huile, conseillé par des experts autoproclamés sur Internet. La mécanique a vraiment perdu en marge d'erreur. Elle ne pardonne plus rien. Elle ne supporte plus d'être maltraitée. Un moteur d'aujourd'hui, c'est devenu une horloge suisse. Essayez donc de lubrifier les rouages délicats d'une montre suisse avec de la graisse épaisse. Elle s'arrêtera à la seconde. Eh bien, votre moteur, c'est pareil. Alors la prochaine fois qu'un pote au fond de son garage vous proposera de mettre de la mélasse dans votre carter, repensez à ces orifices bouchés et à ces segments fins comme du papier à cigarette. D'ailleurs, balancez-moi tout de suite dans les commentaires quelle viscosité vous utilisez dans votre moteur. Mais soyez honnête. On va voir combien il y a d'adeptes de la vieille école et de fans de goudron parmi nous. Mais si vous croyez que des pistons calaminés c'est le pire qui puisse arriver avec une huile trop épaisse, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il y a une autre vache sacrée, un dogme auquel tous les adeptes de la vieille garde se raccrochent. C'est la pression d'huile élevée. Oh, comme les conducteurs aiment voir cette aiguille de pression fièrement campée dans la zone haute du cadran. Mais si je vous disais qu'une forte pression avec une huile visqueuse, ce n'est pas du tout un signe de bonne santé, mais plutôt le râle d'agonie de votre moteur. Le truc, c'est que dans les moulins modernes, l'huile a une deuxième fonction, une fonction critique, dont les vendeurs en concession ne vous parleront jamais. Et si votre huile épaisse préférée n'assure pas cette fonction, votre piston tout neuf va tout simplement fondre et couler dans le carter en quelques secondes. De quoi je parle exactement et pourquoi une pression de titan ne sauve plus personne? Passons à la physique pure et dure, vous allez vite comprendre. La dure vérité physique, c'est qu'il existe dans le monde de l'automobile une véritable religion dont les fidèles prient fanatiquement devant leur manomètre. Ils ont une foi aveugle en un seul indicateur, une pression d'huile élevée. Si l'aiguille se maintient fermement à 5 bars, alors le moteur est protégé, le film est épais et la vie est belle. Et si vous mettez une vieille 10W40 dans un moteur récent, la pression sera en effet magnifique. Sauf qu'il y a un détail, un tout petit détail auquel ces témoins de la haute pression préfèrent ne pas penser.
La pression dans le circuit d'huile n'est absolument pas un indicateur de la qualité de la lubrification ou de l'épaisseur du film protecteur. La pression, c'est l'indicateur de la résistance du circuit. C'est la mesure de l'effort que fournit votre pompe à huile pour essayer de pousser cette substance visqueuse à travers les canaux microscopiques d'un moteur moderne. Imaginez un tuyau d'arrosage. Si vous y faites passer de l'eau, elle va fuser sans créer beaucoup de pression. Maintenant, essayez de faire passer du miel épais et cristallisé par ce même tuyau. La pompe va devoir créer une pression colossale juste pour que ce miel daigne bouger. C'est exactement ce qui se passe dans votre moteur. La pompe gémit, les soupapes grincent, la pression s'envole et à un moment, le clapet de décharge s'ouvre. Ce clapet évacue simplement l'excès de pression en renvoyant l'huile épaisse directement dans le carter pour éviter que la pompe n'explose. Donc, pendant que vous admirez le joli chiffre sur votre tableau de bord, une bonne partie de votre fameuse huile épaisse ne va même pas jusqu'aux pièces à lubrifier. Elle tourne en rond inutilement en contournant le moteur. Mais le pire est ailleurs. Dans les moteurs turbo modernes, où l'on tire une puissance énorme de cylindrée minuscule, une toute autre règle s'applique. Et cette règle, c'est le débit, c'est le refroidissement. Et ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est une question de survie pour le métal. Le fait est que les pistons modernes, surtout sur les blocs suralimentés, chauffent à des températures complètement folles, 250 voire 300 degrés Celsius. Et vous savez ce qui les refroidit? Vous pensez que c'est le liquide de refroidissement dans le bloc cylindre? Raté. Le liquide est bien trop loin. La seule chose qui empêche le fond du piston de fondre, c'est un jet d'huile qui gicle par en dessous depuis des gicleurs spécifiques. Maintenant, faisons une petite expérience de pensée. Imaginez une poêle en fonte, chauffée au rouge. Vous devez la refroidir le plus vite possible. Qu'est-ce que vous allez verser dessus? Un pot de miel épais qui coule à peine et colle partout? Ou un seau d'eau glacée qui va instantanément absorber la chaleur et s'écouler? La réponse est évidente. Votre piston, c'est cette poêle en fusion. Il n'a absolument pas besoin d'un film protecteur épais et pâteux qui va stagner sur le métal comme un poids mort. Ce dont il a besoin, c'est d'une évacuation de chaleur rapide et continue. Une huile fluide, energy saving, comme une 0WW20 ou même une 0WW8, c'est votre seau d'eau. Elle circule dans le système à la vitesse d'un avion de chasse, elle arrache la chaleur infernale des pistons et l'emporte instantanément dans le carter où elle refroidit avant de repartir au combat. Une huile épaisse ne sait pas faire ça. Elle s'écoule lentement comme un escargot sous anxiolytique, peinant à se faufiler dans les canaux les plus fins. Elle reste plus longtemps dans la zone de friction extrême. Elle chauffe et n'arrive pas à évacuer la chaleur du piston. Un point chaud local se crée. Pendant ce temps, votre sonde de température sur le tableau de bord affichera un parfait 90 degrés et vous ne vous douterez même pas qu'à l'intérieur de votre moteur, c'est une véritable apocalypse thermique qui se prépare. À cause de cette surchauffe, le piston se dilate à une vitesse folle. Les jeux entre le piston et la paroi du cylindre, qui sont déjà minimes, disparaissent complètement. Le métal rencontre le métal, et des rayures profondes et affreuses, de vrais balafres, apparaissent sur les parois du cylindre. Voilà le vrai prix à payer pour votre film d'huile épais et protecteur. En plus du refroidissement, nos moteurs modernes ont un autre point faible qui déteste l'huile épaisse. C'est tout le système hydraulique. Quasiment tous les moulins sortis ces 15 dernières années sont équipés de décaleurs d'arbres à cames, ce qu'on appelle le calage variable. Ajoutez à ça les poussoirs hydrauliques pour le jeu aux soupapes et les tendeurs de chaînes de distribution hydraulique. Tous ces systèmes ultra complexes ne sont pas gérés par l'électricité, mais par la pression de l'huile. Le calculateur moteur envoie un signal, une minuscule vanne s'ouvre et l'huile doit instantanément remplir la chambre du décaleur pour faire pivoter l'arbre à cames à l'angle voulu. Le mot-clé ici est instantanément. On parle en millisecondes. L'ordinateur s'attend à ce que le système réagisse en 0,2 de seconde. Mais vous avez mis votre bonne vieille confiture bien épaisse là-dedans. Surtout en hiver, par moins 20 degrés. Cette mélasse n'arrive tout simplement pas à passer assez vite par les trous de souris des vannes de commande. Le temps de réaction passe à 1 seconde, voire plus. Le moteur commence à tourner comme une patate, à claquer comme un vieux diesel, à perdre de la puissance. Le calculateur voit que l'arbre à cams n'a pas bougé à temps. Il panique et vous allume ce fameux voyant moteur orange qui fout les jetons, avec une erreur de désynchronisation des phases. Et le matin, tant que cette huile épaisse n'est pas montée tout en haut du moteur, vos poussoirs hydrauliques vont faire un tel raffut que vous réveillerez tout le quartier. La chaîne sans tension correcte va brinque-baller et s'étirer, jusqu'au jour où elle sautera d'une ou deux dents, organisant un petit bisou amical entre les soupapes et les pistons. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe ultime.
Les ingénieurs ont créé un système qui ne fonctionne parfaitement qu'avec une huile très fluide. La pompe à cylindrée variable est spécialement conçue pour envoyer un énorme volume de liquide, pas pour créer une pression inutile. Les canaux étroits, les décaleurs, les gicleurs de refroidissement du piston, tout a été pensé pour une viscosité proche de l'eau. Et quand les experts du dimanche vous conseillent de mettre de l'huile épaisse pour protéger, ils vous proposent littéralement de flinguer un système hydraulique réglé au micron près. C'est comme essayer de faire rouler une Ducati Panigale avec du samplon 95 de supermarché, sous prétexte que le vieux tracteur de papy tournait avec n'importe quoi. Alors, la prochaine fois qu'on vous propose de faire monter la pression avec une huile visqueuse, posez-vous une seule question. Qu'est-ce qui est le plus important? De jolis chiffres sur un manomètre pour flatter votre ego? Ou un moteur en pleine santé qui ne souffre ni de surchauffe, ni de famine d'huile? Le choix semble évident. Mais si vous doutez encore, si vous pensez qu'une huile fluide ne peut pas protéger les pièces en friction à cause de son film trop mince, alors vous oubliez l'atout majeur de l'industrie moderne des lubrifiants. Cet atout qui permet au moteur de survivre même quand le film d'huile est mis en pièces. On parle ici de véritables cheat codes Lego que les chimistes ajoutent dans les bidons d'huile fluide. Et croyez-moi, cette chimie est bien plus efficace que n'importe quelle épaisseur physique de film. De quel ingrédient secret s'agit-il? Passons au plat de résistance et vous allez comprendre pourquoi l'huile moderne ressemble plus à une armure liquide qu'à un simple lubrifiant. Bon, d'accord, me direz-vous, on a compris pour le refroidissement et les petits trous. L'huile épaisse ne circule pas, le piston fond, l'hydraulique tombe dans le coma. Tout ça se tient. Mais il y a une loi fondamentale de la physique qui empêche de dormir tout conducteur normalement constitué. Si l'huile est fluide comme de l'eau, ça veut dire que son film d'huile est aussi fin que du papier à cigarette. Et si le film est si fin, sous forte charge, il va forcément se rompre. Le métal frottera contre le métal, un grincement horrible se fera entendre et le moteur finira à la casse. C'est une évidence, vous dira n'importe quel mécano de la vieille école, et vous savez quoi? En 1995, il aurait eu totalement raison. À l'époque, c'est bien l'épaisseur du film d'une huile minérale visqueuse qui sauvait les moteurs. Mais aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, les ingénieurs ont trouvé quelque chose de bien plus malin. Ils ont déplacé la protection du moteur du domaine de la physique à celui de la haute voltige chimique. Comme la viscosité de base de l'huile est devenue extrêmement faible, les ingénieurs, ceux-là même que vous maudissez pour leur moteur jetable, ont ajouté une potion magique dans le bidon. Ce n'est pas un simple additif, c'est de la pure sorcellerie technologique. Ça s'appelle le molybdène organique. Ne le confondez pas avec ce vieux disulfure de molybdène qui rendait l'huile toute noire et finissait en dépôt dans le carter. Le molybdène moderne est totalement soluble et transparent. Et il fonctionne selon un principe absolument génial. Tant que le moteur est froid et que vous allez tranquillement chercher votre baguette à la boulangerie, ce molybdène se balade dans l'huile sans rien faire. Mais dès que vous prenez l'autoroute et que vous écrasez la pédale de droite, ça devient l'enfer dans les cylindres. Le film d'huile, sous l'effet de la température extrême et de la pression gigantesque des segments, commence effectivement à s'amincir. Et c'est à ce moment précis, quand on est à quelques microns du frottement à sec, que le molybdène organique s'active. Avec la chaleur, il se décompose et construit instantanément à la surface du métal incandescent un bouclier microscopique, mais incroyablement résistant et lamellaire. Cette couche ressemble à une cotte de maille. Les écailles glissent facilement les unes sur les autres, mais il est presque impossible de les percer. C'est exactement pour ça que cette flotte en 0 watts, 8 ou 0 watts, 16 avec le bon package d'additifs modernes, encaisse les coups bien mieux que la plus épaisse des huiles minérales du siècle dernier. Dans une vieille 10 WO40, les additifs de protection se résumaient à un peu de zinc, un peu de phosphore et surtout beaucoup d'espoir. Toute la protection reposait sur le fait que l'huile était épaisse comme de la confiture de coin. Aujourd'hui, les pièces ne glissent plus sur un film d'huile, mais sur cette armure chimique qu'on appelle un film tribologique. Et si vous regardez les graphiques d'usure des laboratoires indépendants, vous découvrirez avec surprise qu'un moteur moderne avec une huile fluide et une dose de choc de molybdène s'use encore moins qu'avec une huile épaisse sans cet additif. Mais c'est là que se cache un piège très important dans lequel tombent des milliers d'automobilistes. Pour faire une huile de viscosité 0W20, les chimistes ont besoin d'une base parfaite, cristalline et thermostable. Il est impossible de concocter une huile aussi fluide à partir d'une base minérale bas de gamme. Elle s'évaporerait avant même le premier péage. C'est pourquoi on utilise uniquement les composants de base de la plus haute qualité pour produire ces huiles. Ça peut être de l'hydrocraqué de très haute pureté,
une base issue du gaz naturel ou même une vraie base 100% synthétique avec des polyalpha-oléfines et des esters. Et maintenant, regardons cette huile 10W40 bon marché qu'on trouve dans n'importe quel supermarché. Pour rendre l'huile épaisse à haute température, les fabricants prennent souvent la base minérale la moins chère possible et y balancent une pleine louche d'épaississant polymère. C'est un additif artificiel qui agit comme un ressort, empêchant l'huile de devenir trop liquide. Mais cet épaississant bas de gamme a une propriété détestable. Avec la chaleur des moteurs modernes, ce polymère se dégrade, s'agglomère et se dépose sous forme de ce vernis jaunâtre et de cette boue épaisse, cette mayonnaise dégoûtante que vous découvrez avec horreur en démontant votre couvre-culasse. C'est le paradoxe total. Vous achetez une huile bien épaisse, une bonne vieille mélasse, en pensant blinder votre moteur contre l'usure. Et en réalité, vous lui injectez une base bas de gamme gavée d'une espèce de colle polymère super instable qui, à la première surchauffe sérieuse, va transformer votre segmentation en un seul et unique morceau de barbecue cramé. Pendant ce temps, le type qui a mis de la 0W20, cette flotte qui fait si peur, il roule avec une base 100% synthétique ultra pure. Une huile qui décape le moteur, ne laisse aucun vernis et protège le métal avec un véritable blindage au molybdène. Oui, cette potion magique de chimiste, ça coûte un bras. Un bidon d'huile fluide moderne avec les dernières normes, ça va piquer un peu le portefeuille. Mais soyons honnêtes 2 minutes. Vous pouvez gratter quelques dizaines d'euros sur votre vidange en prenant une semi-synthétique épaisse et pas chère. Ou alors, vous pouvez acheter un produit de pointe, un truc développé spécifiquement pour que votre petit moteur moderne, survitaminé et downsizé, n'explose pas en 1000 morceaux au premier dépassement de camion sur l'autoroute. En 2026, la protection d'un moteur, ce n'est plus une question de viscosité. C'est une question de qualité du cocktail chimique. Et si vous hésitez encore à verser cette eau bizarre dans votre bijou de technologie, il est grand temps de mettre les points sur les i. On va condenser toute cette théorie compliquée en 3 règles simples, en or massif, qui vous éviteront de devenir le meilleur client de votre garagiste. Passons à la checklist ultime, et vous saurez enfin quoi choper en rayon pour que votre moulin vous dise un grand merci. Bon, tirons le trait final. On vient de le voir, un moteur moderne, ce n'est plus l'enclume en fonte des années 90 dans laquelle on pouvait mettre de la graisse à traire et être heureux. Aujourd'hui, c'est une mécanique de précision ultra efficace qui tourne à des températures de folie et qui est très très capricieuse. Et si vous essayez d'améliorer son sort avec la bonne vieille méthode de Pépé en balançant de la 10W40, vous allez juste signer son arrêt de mort de vos propres mains. Vous allez lui provoquer une surchauffe localisée, flinguer la segmentation et faire suffoquer tout le système hydraulique. Alors, pour ne pas rejoindre le club des malheureux qui lâchent plusieurs milliers d'euros pour refaire le moteur juste après la fin de la garantie, mémorisez bien ma checklist en 3 commandements. Première règle, regardez le manuel constructeur, pas les conseils des gourous du fond du garage. Si les ingénieurs japonais ou allemands ont gravé 0W20 sur votre bouchon de remplissage, ça veut dire qu'il faut mettre de la 0W20. Point. Ne vous croyez pas plus malin que les types qui ont conçu le bourrin, même si parfois ils font des dingueries pour l'écologie. Les jeux de fonctionnement, les injecteurs et la pompe à huile de votre bloc sont calculés pour brasser de la flotte, pas du caramel mou. Deuxième commandement, la viscosité ne fait pas tout. Cherchez les bonnes lettres sur le bidon. Votre moteur moderne à injection directe a besoin d'une chimie de pointe pour protéger les pistons et éviter le cliquetis à bas régime, ce fameux LSPI qui peut tout casser. Donc, vérifiez toujours que l'étiquette affiche la norme la plus récente. Cherchez les inscriptions APISP ou ILSACGF6. Si vous voyez des vieilles normes comme SL ou SN, passez votre chemin. Laissez ça pour la Clio de mamie. Votre bagnole a besoin d'un bouclier au molybdène, pas des technologies poussiéreuses du siècle dernier. Et enfin, la règle d'or, la plus importante. Vidangez plus souvent. Oubliez les intervalles de 15 000 km du concessionnaire. C'est un piège marketing éhonté, inventé uniquement pour que le premier proprio passe la garantie sans souci et que le second vienne pleurer au garage avec son portefeuille. Dans le carter minuscule d'un moteur turbo moderne, l'huile est complètement rincée, transformée en acide boueux après seulement 7 ou 8 000 km de circulation en accordéon. Une huile fluide, fraîche et propre protégera toujours 100 fois mieux votre moteur que la plus chère et la plus épaisse des huiles sur laquelle vous avez poussé l'intervalle de 5000 bornes de trop. Alors les amis, aimez vos caisses, ne soyez pas radins sur les bons filtres et faites confiance aux lois de la physique, pas aux mythes de comptoir. Faites le plein de bonne huile aux normes modernes avant que les écolos ne l'interdisent ou qu'elle ne soit coupée avec de la pisse de contrebande.
Et abonnez-vous à Zéro Gaz, plein de jazz pour continuer à tout comprendre sur le monde de l'automobile.